Bonjour, ça va bien? On a pris un tout petit peu de retard, mais on va tâcher de le rattraper. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler maintenant avenir de la pharmacie. Alors, avenir de la pharmacie, regardons déjà ce que nos présidents de syndicats disent lorsqu'ils parlent de l'avenir. Philippe dit, pour vivre, il faut préparer l'avenir, et Gilles nous dit qu'il faut se donner les moyens de réussir, orienter davantage notre métier vers l'accompagnement du patient, donc vers les services. Notre ami Nicolas Bauzou, qu'on connaît bien, lui, il est carrément beaucoup plus radical. Il vous dit, si vous continuez à être rémunéré sur la vente de boîtes de médicaments, la pharmacie s'arrêtera. Et l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire pour M. Henri Bergson. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres de citations. J'ai celle de M. Revel, parue dans le quotidien tout récemment. Vous savez, le patron de la CNAM, il dit « Objectivement, l'économie de l'officine a été mise à rude épreuve. Clairement, depuis 2012, on assiste à une dégradation de l'économie officinale. Il ne conteste pas, et je ne conteste pas cette situation, et que cette situation soit liée à une politique de baisse de prix des produits de santé. Et il est clair, il dit, cette politique a vocation à perdurer. Aussi, pour lui, nous allons devoir redéfinir un nouveau modèle, d'autant plus qu'à ses yeux, cela relève d'un enjeu de renouvellement de la profession. Un peu plus loin, lorsqu'on lui demande s'il a des pistes pour ce nouveau modèle, il nous dit « Il faut que votre rémunération dépende davantage d'objectifs de santé publique. » Bien sûr, il est dans son rôle, évidemment. Et moins du prix du médicament, rajoute Marisol Touraine. Quelle piste pour lui? Il dit par exemple la rémunération à l'ordonnance. Il n'écarte pas non plus l'idée d'une extension des honoraires aux prescriptions complexes et des malades ou des maladies en ALD. Il rajoute, il faut insister sur les entretiens pharmaceutiques, même si le bilan est relativement moyen. Certes, le délai de paiement a joué un mauvais rôle, mais il va falloir relancer les entretiens pharmaceutiques. Et sur le volet générique, il dit il y a encore une marge de progression. Les pharmaciens ont atteint 83-84%. Sous-entendu, si on pouvait atteindre les 90 ou les 87%, ça serait mieux. Là-dessus, il nous met un peu, page suivante, il en rajoute une petite couche. Si on n'a toujours pas bien compris, il nous dit de façon irrémédiable, la hausse des dépenses de santé, avec le vieillissement, avec l'augmentation des pathologies chroniques, les dépenses de santé augmenteront chaque année de 4%, soit 8 milliards d'euros. Et de rajouter, il faut donc que tous les ans, je trouve des économies pour la moitié de la progression, c'est-à-dire 2%. Donc tous les ans, il doit aller chercher 4 milliards d'euros. Donc clairement, on l'a compris, ou j'espère que nos dirigeants syndicaux l'ont compris, le modèle dans lequel nous négocions, en tous les cas, c'est que tous les ans, on essaiera de pomper au niveau du médicament 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3, 1 milliard 4. On commence à 1 milliard 7 pour arriver à 1 milliard 4 en fin de négociation, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Alors, on s'est dit, est-ce que l'image du pharmacien se dégrade au niveau de la population? On a redemandé un sondage IFOP tout récemment. Là encore, on a reposé les mêmes questions que dans le cadre de notre baromètre santé qu'on fait tous les ans. On voit que la confiance vis-à-vis du pharmacien n'a toujours pas changé. L'état des lieux. Vous savez, à Fédergie, on travaille sur l'évolution des groupements, sur l'avenir des réseaux, mais on travaille aussi sur l'officine et l'économie de l'officine. Et donc, je me suis servi des éléments mis à la disposition par le syndicat
pour vous faire cette présentation. 21 166 officines, 65% sont en groupement, 35 milliards de chiffre d'affaires, 2,8 milliards de boîtes, 9,35 milliards de marge, qui se décompose 5 milliards en gros sur le médicament vignetté et 4 milliards sur le reste. On voit que l'honoraire représente près de 53% de la rémunération, de la marge, d'accord, et que les honoraires concernant essentiellement la loi HPST, enfin les entretiens qui ont été mis dans le cadre de la loi HPST, représentent 19%. Sur le médicament remboursé, actuellement, nous sommes sur une tendance, baisse de volume de près de 2%, une baisse de prix de l'ordre de 0,96, une baisse de marge de l'ordre de 2,04, et j'ai mis GE, ça veut dire malgré ce que l'on connaît les uns et les autres sur la marge arrière concernant le générique. Jusqu'en 2020, Nicolas Revel nous l'a prévenu, c'est 1 milliard, j'ai mis 1 milliard, je pense qu'il fallait mieux mettre 1,3 milliard, 1,4 milliard, bref. Et le PLFSS 2017, c'est clairement aujourd'hui plus proche d'1 milliard, avec 500 millions de baisse de prix sur les médicaments, 90 millions sur les dispositifs médicaux, autant sur les biosimilaires, 340 millions du développement du générique, d'accord, de la promotion du générique, baisse des prix et essayer de nous en faire délivrer un peu plus. Et puis on a 380 millions qui viendront d'une maîtrise des prescriptions. Là encore, la diminution des prescriptions qui vont intervenir. Et la lettre ministérielle au CEPS est claire, trouver de nouvelles sources d'économie et ne donner que de justes prix à l'innovation, avec bien sûr une décote sur les génériques. Et pendant ce temps-là, sur le reste, sur ce qui n'est pas remboursé, je veux dire, les ventes sur Internet, elles, continuent d'exploser. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur Internet? C'est que d'abord, les prix sur les médicaments, les plus vendus en officine, les prix sur l'OTC, sont plus bas de à peu près 15% par rapport aux prix en magasin, si je puis dire. Et sur les prix en parapharmacie, on est à peu près à moins 20% du prix constaté en officine. Les sites de vente d'OTC ou de parapharmacie sont de véritables sites professionnels. C'est-à-dire, ce sont des sites capitalistiques montés par des entreprises qui ont décidé de développer, ce qu'on dit entre nous, des places de marché. Ce ne sont pas des sites de pharmaciens, ce ne sont pas des pharmaciens tout seuls dans leur petit coin en arrière-boutique qui réussissent à envahir le marché des sites Internet. Aujourd'hui, chez Shop Pharmacie, il y a 2,8 millions de commandes par an et un chiffre d'affaires en 2016 qui a progressé de 15% et qui est à l'ordre de 160 millions de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas fini. Le e-commerce, d'une manière générale, progresse de 14,3% en chiffre d'affaires et les transactions de l'ordre de 20%. Pendant ce temps-là, nos amis de Leclerc et Carrefour, qui avaient promis la sortie de leur site de vente de parapharmacie, l'ont fait tout récemment. Et Carrefour y a rajouté en plus des conseils au téléphone, par téléphone, via un docteur en pharmacie. Et tout récemment encore, je pense que vous l'avez vu et lu, Carrefour et Parashop s'associent, se sont associés pour créer une centrale d'achat commune aux deux, une centrale d'achat, bien sûr, sur la parapharmacie. Pendant ce temps-là, Google, Apple investissent en créant des départements santé, mais c'est surtout, vous avez vu qu'ils ont signé des partenariats avec l'industrie pharmaceutique, et un des plus gros, c'est d'ailleurs Sanofi, qui s'est lancé.
Alors face à tout ça, quand je pense à mes copains du G7, de PharmaBest ou de Lafayette, je rigole. Parce que là, on a la première division qui est en train de se mettre en place et on a des pharmaciens qui imaginent pouvoir lutter sur essentiellement la parapharmacie et l'OTC avec ces mammouths de la distribution et avec des organisations telles que 1001 pharmacies ou Shop Pharmacie, peu importe, sur Internet, qui vont évidemment sur Internet essayer de grignoter des parts de marché en parapharmacie et demain en OTC. Lorsqu'on a examiné l'évolution des prix des médicaments non remboursés au niveau de Fédergie, on a fait cette étude sur 5 années. Donc vous prenez les chiffres là et vous multipliez par 5. On se rend compte que en moyenne, les prix progressent tous les ans de 3%. Et nous, en pharmacie, pour pouvoir suivre le rythme et ne pas se retrouver hors prix, hors marché, eh bien, on ne fait plus progresser nos prix de vente, à peine de 0,3%. Et là, vous retrouvez l'effet ciseau, la marge du pharmacien se contracte sur la parapharmacie et sur l'OTC pour pouvoir suivre. Alors, ça donne quoi en termes de schéma du chiffre d'affaires d'une pharmacie actuelle et de la contribution de son chiffre d'affaires à la marge? Je vous montre 2015 et on regardera 2016 après. En 2015, je veux dire, sur une pharmacie moyenne d'1,5 million, 55% de son chiffre d'affaires a été réalisé par des spécialités hors générique, et ces 55% participaient à hauteur de 25% de sa marge. De la même façon, le générique représentait 10% de son chiffre d'affaires, sa contribution était de l'ordre de 17%. Vous avez l'OTC qui représente 14% pour participer à 16%. Et puis, ainsi de suite. Vous voyez, la parapharmacie à 11 pour 12. Les spécialités, les honoraires à 7%, qui participaient finalement à 21% du résultat de l'entreprise. D'accord. Et puis les prestations de services, 3% du chiffre d'affaires pour 9% de la contribution de la marge. La marge du médicament, si vous ajoutez les 25 et les 17, ne pèse plus que 42%, l'honoraire est pesant 21% de la marge commerciale. Donc ça, c'est le constat de l'année 2015. Sur 2016, l'évolution est encore plus grande. On se retrouve à 50% du chiffre d'affaires contre 55% au niveau du médicament, une contribution de 22% contre 25%. Au niveau du générique, ça ne bouge pas, on passe de 10% à 11% de chiffre d'affaires pour une contribution toujours à hauteur de 17%. Sur l'OTC, on était à 14, on passe à 15, donc il n'y a pas de grand mouvement. La contribution qui était de 16 est à 15, on contracte les prix. Sur la parapharmacie, on était à 12, on était à 11, on est à 12. La contribution qui était de 12 reste de 12. Ce qui a grossi, si je puis dire, c'est au niveau des honoraires, on était à 7. La contribution est de 26 en 2016. Et au niveau des prestations de services, ça ne bouge pas ou à peine, puisqu'on passe à 8% de contribution contre 7, quand on était à 4% de chiffre d'affaires, quand on est à 4% de chiffre d'affaires, alors qu'on était à 3. Voilà, alors imaginons ce schéma si le générique passait à 50% de notre chiffre d'affaires et que le 17 restait 17 ou le 17 devait bouger. Donc évidemment, je vous présenterai un schéma à 2020 un peu plus tard. Et au niveau de Fédergie, on imagine évidemment tous les cas de figure dans ce cadre-là. Pendant ce temps-là, Gilles, Philippe
l'UNPF, n'interviennent, eux, se préoccupent finalement que du champ conventionnel. Chaque fois que nous les rencontrons, chaque fois que nous discutons avec eux, nous mettons en avant ce schéma en leur disant très bien, gérer j'allais dire, le bleu et le orange et la partie verte, c'est formidable, mais il devient urgent de s'inquiéter de tout le reste, parce que quand on voit l'évolution du schéma, clairement, il y a danger sur le reste. Alors, ils nous répètent qu'en tant que syndicat professionnel, ils n'ont à gérer que le conventionnel. Et le conventionnel, ça se résume à la rémunération, le monopole, l'évolution métier, les ROSP et autres, TROD et autres, et puis l'enveloppe globale permettant de compenser les baisses. Puisque Revel le dit lui-même, je ne donnerai pas plus d'enveloppe. Mais vous allez voir que tout récemment, il a été encore un peu plus loin, j'allais dire, dans le côté négatif des choses. Quand je dis tout récemment, le 24 octobre, il déclare « La CNAM n'est pas là pour garantir aux pharmaciens une hausse de la rémunération à tout prix. Il ne s'agit pas de tomber dans un système de salariat. » Donc, clairement, il nous dit, si vous voulez développer d'autres ressources, ne comptez pas sur la CNAM pour financer ces autres ressources. En tous les cas, notre rôle n'est pas de compenser, il n'est pas d'augmenter et il n'est pas de compenser la rémunération du pharmacien. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, et on peut s'en féliciter, c'est que nos syndicats sont unis. Ils sont unis et ils ont, même s'il y a eu une petite anicroche là, ces derniers temps, mais bon, rien, puisque à l'Assemblée nationale, des petits trucs qui se sont passés, où on a essayé de faire passer un texte en disant que finalement, il n'y a pas besoin de 2 signatures, avec une seule signature, ça irait très bien. Bon. Bref. Mais je ne veux pas rentrer dans les petites disputes, un petit truc qui n'est pas très important. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont unis et qu'ils ont rédigé une plateforme commune en termes de négociation, voire de revendication, et qu'au niveau de Fédergie, les groupements, nous avons participé avec l'ANEF, les étudiants, à, je vais dire, non pas orienter cette plateforme, mais donner nos avis sur les différents points de négociation. Donc, ils réclament davantage d'accompagnement des patients, ils réclament qu'on définisse une fois pour toutes les soins de premier recours et le rôle du pharmacien dans ces soins de premier recours, avec, si je puis dire, la possibilité de délivrance de ce qu'on pourrait appeler une médication officinale. Il y a même un des syndicats qui parle de prescription par le pharmacien de la médication officinale. Gilles, mais aussi Philippe, évoquent maintenant la naissance du pharmacien correspondant, et j'y ai mis posologie, c'est-à-dire que ce pharmacien référent correspondant pourrait prescrire, ou en tous les cas modifier les posologies. Un développement du rôle du pharmacien dans la prévention et le dépistage, le développement de l'interprofessionnalité pour assumer le virage ambulatoire, et puis mettre enfin en place ce code de bonne pratique dans le cadre des PDA. Alors, nous trouvons ça génial, c'est un bon plan de travail, si je puis dire, pour nos syndicats, et nous insistons, avec Fédergie, nous insistons pour qu'ils aient un autre regard sur la pharmacie, qu'ils développent une vision, j'allais dire, un peu plus importante sur le rôle du pharmacien, l'emplacement,
la place de la pharmacie dans le système de santé, parce que nous le croyons et nous le pensons, la vision, c'est le moteur, c'est ce qui va faire, c'est la raison d'être même des syndicats, c'est le moteur de leur vie, de leur existence, et c'est à eux aujourd'hui de dessiner l'avenir, de nous dessiner cet avenir si nous voulons que cette évolution se déroule. Alors, ils ne sont pas encore là, ils seront là demain, je leur ferai voir, mais je vous ai préparé un petit film sur ce que représente pour nous la vision. Chez Pharmacie Référence Group, l'inspiration est une force. Ouvert sur le monde et inspiré par les hommes et les femmes qui le réinventent tous les jours, ensemble, partageons nos valeurs. À 24 ans, Elon Musk crée sa première entreprise qu'il revend quelques années plus tard pour réinvestir dans ce qui deviendra PayPal. Le rachat de ce dernier par eBay lui permet de lancer 3 entreprises en parallèle avec pour ambition de révolutionner le transport et l'énergie. SpaceX et ses lanceurs de fusées low cost, Tesla pour les voitures électriques et SolarCity pour les panneaux photovoltaïques. Personnage devenu incontournable dans le monde, Elon Musk construit des usines géantes de batteries pour imposer des moyens de transport durables. Il veut installer dans tous les foyers des batteries capables de stocker l'énergie récoltée par des panneaux solaires et résoudre la question du réchauffement climatique. Il a enfin pour idée de coloniser la planète Mars. Elon Musk est un génie habité de la quête la plus ambitieuse qui soit, tenter de sauver le monde de ses dérives. La vision serait-elle un don ? Pas forcément. Elle se stimule et se développe. La vision est une raison d'être, moteur de l'organisation de notre vie. Que l'on soit dans une start-up ou une grande organisation, grâce à une vision, il est possible de motiver et fédérer les autres autour d'un projet porteur de sens. La vision est l'essence du leadership. C'est pourquoi un leader visionnaire sait créer mieux que quiconque autour de lui l'engagement qui permet de gagner toutes les batailles. Voilà, donc par ce petit film, je voulais tout simplement que nos présidents de syndicats comprennent que l'avenir de la pharmacie, ça passe pas uniquement par la défense des acquis, par la gestion du conventionnel, mais justement sortir du cadre dans lequel on veut nous enfermer pour porter une vision pour cette profession. En tous les cas, je pense que ça évolue dans le bon sens et que vous leur poserez les bonnes questions lorsqu'ils seront présents demain. Mais il est urgent que notre profession ait une vision, que les défenseurs ou les promoteurs de notre profession aient cette vision et aillent un petit peu au-delà du cadre dans lequel on essaye de les enfermer. Alors, en 2020, voilà comment nous voyons, nous, aujourd'hui, l'évolution des camemberts de la pharmacie. En termes de chiffre d'affaires, le médicament ne devrait représenter que 41, le générique 13, les prestations, l'OTC 15, la parapharmacie 12, mais on voit apparaître le générique 8, pardon, le générique serait à 13, excusez-moi, et on voit apparaître que les prestations représenteraient 6, mais les prestations et services e-santé, pardon, c'est ces prestations et services e-santé qui devraient représenter plutôt 6% du chiffre d'affaires. Donc des choses qui sont hors conventionnelles, hors HPST, tel que l'HPST est décrit, alors que le texte ne sort toujours pas et que le Conseil de l'Ordre essaye de combattre et de lutter pour essayer de faire paraître ce texte. Et la contribution, malheureusement, du médicament commence à fondre au niveau de la marge, clairement. Et là encore, ce sont les services, ce sont les honoraires qui vont permettre à la pharmacie de se développer, voire de s'en sortir.
Et nous restons aussi, nous, convaincus qu'il y a une autre part, nous qui sommes dans l'activité groupement et réseau, qu'il y a une autre part du gâteau qui va participer au développement du chiffre d'affaires des officines et en tous les cas du résultat, ce sont les MDD. Ce sont les MDD. Ce n'est pas pour rien que les réseaux hors pharmacie ont réussi à développer au niveau de leur chiffre d'affaires les MDD et qu'aujourd'hui ça représente entre 30 à 35% de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas pour rien que ces réseaux qui sont rentrés dans le monde de la concurrence vive et sauvage, que ces réseaux aient choisi de développer les marques de distributeurs. Donc mettons ça dans notre tête, réfléchissons à chaque fois que nous faisons nos achats. Les MDD vont prendre une place prépondérante dans le résultat, je ne parle pas du chiffre d'affaires, je dis bien dans le résultat des entreprises. Alors, c'est pourquoi nous, depuis des années, on milite, mais depuis des années, on essaye de faire passer le message qu'il faut accepter la concurrence, qu'il y aura concurrence, qu'on se doit de se préparer à la concurrence, que l'on doit évoluer, que l'on doit réfléchir à notre façon d'exercer, à notre façon d'avancer sans la sécurité sociale. Et que, évidemment, pour cela, eh bien, il nous faut anticiper, il nous faut innover, il faut réfléchir et proposer des solutions aux attentes des uns et des autres, que ce soit les patients, que ce soit les consommateurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les médecins, que ce soit le système de santé dans sa générale. C'est pourquoi nous militons auprès des syndicats pour leur dire que la partie non réglementée est un élément clé dans lequel ils doivent s'impliquer. Ils doivent s'impliquer. Ils doivent prendre part aux discussions et aux négociations sur la communication, sur les centrales d'achat, sur la consultation pharmaceutique et la prise en charge pluridisciplinaire. Sur la communication, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a entamé un début de réforme du code de déontologie. Alors, bien sûr qu'on a participé à ces réunions, on a fait des propositions, et le résultat, pour moi, contrairement à ce qui est dit par beaucoup de mes confrères ou par d'autres, voire même au niveau syndical, le résultat, pour moi, si j'ai envie de résumer ça, je dirais pchit. Pchit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'ailleurs, lorsque je lis Alain Delgut, il te dit la réforme a consisté à répondre aux questions auxquelles les confrères, que certains confrères se posaient. En fait, ils ont pris tous les procès de ces 10 dernières années qu'ils ont eu à faire et ils se sont dit, tiens, tel conseil régional a répondu comme ça, tel autre comme ça, donc on va leur donner une règle parce qu'ils n'ont pas l'air d'être d'accord. Et donc on a essayé de répondre sur le passé. Sur le passé. On a essayé d'encadrer l'ensemble des moyens de communication. C'est sa phrase. Encadrer les moyens de communication au moment d'Internet, au moment des datas, au moment de la naissance, vous l'avez vu hier, d'Apple. On nous dit qu'on va encadrer les moyens de communication. Et dans la réforme du code de déontologie tel qu'il est proposé, selon moi, de toutes les façons, il ne passera pas. Il ne passera pas parce qu'on n'est pas dans le timing. On n'est pas dans le timing. Quelle est la ministre aujourd'hui? Elle ne s'occupe absolument pas de problématique de la réforme du code de déontologie des pharmaciens. Je crois qu'elle doit bientôt devenir porte-parole d'un présidentiable.
elle a autre chose à faire que de s'occuper du code de déontologie des pharmaciens. Enfin, vis-à-vis des pharmaciens, ça fait bien. Le Conseil de l'Ordre a tenté d'eux. Alors, ce sera pour le prochain quinquennat. Mais dans cette réforme, on a écrit que les groupements pouvaient communiquer sur les services, mais on a laissé l'article qui dit « La publicité est interdite pour les pharmaciens et les groupements ». Donc, juste, j'aurais voulu qu'on écrive un autre article, mais là j'aurais voulu vraiment le lire, la différence entre communiquer et faire de la pub. Donc je dis, alors j'ai certains de mes confrères qui disent « Génial, on va avoir le droit de communiquer sur les services ». Ben oui, mais rien ne t'empêche de le faire aujourd'hui. Rien ne t'empêche de le faire aujourd'hui, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Seulement, il y a l'article R2905 qui te dit interdiction de faire de la publicité. Et quand on pose la question à M. Delgut, on lui dit mais c'est antinomique, alors il faudrait supprimer. Ah mais je crois qu'il va être supprimé. Hein. Non, tu crois? Où il va être? Où il est? Moi je l'ai toujours vu dans la mouture, il existe toujours. Il est toujours existant. Donc, je dis bravo, c'est bien d'avoir imaginé cette évolution, c'est bien de nous avoir réunis, c'est bien d'avoir fait un sondage auprès des 22 000 pharmaciens et d'avoir tenu compte des 1254 réponses, c'est bien d'avoir passé des heures et des heures au Conseil de l'Ordre pour finalement sortir un texte qui entérine le passé et qui maintient l'interdiction de communiquer. Hein, parce qu'après, on a supprimé même le tact et mesure. Donc c'est un progrès. Tact et mesure est supprimé. Donc ça veut dire que derrière, je ne vois pas comment on va pouvoir juger tout ça. Quant à la pharmacie digitale, la communication, les datas, je ne sais pas, essayer de mettre le code de déontologie au goût du jour de 2017, ça va être difficile d'aller plus loin, ben, ce serait le minimum. Ben là, rien, un petit article comme ça sur la communication, mais rien d'autre, rien sur Internet et tous les outils de communication possibles, les réseaux sociaux, etc. Rien n'est présent dans tout cela. Donc, je trouve ça bien dommage. Alors, avec deux autres groupements, avec Pharmavie et GIFAR, ça fait plus d'un an, même un an et demi, que nous travaillons avec des cabinets, je vais dire, sur l'évolution du code de déontologie et sur le droit de communiquer. Et nous avons fait mener par le cabinet Asterès, cabinet de Nicolas Bozou, on a mené une étude comparative, on est allé chercher toutes les informations possibles, imaginables dans le monde entier pour voir si ça avait un intérêt pour le pharmacien de communiquer. Quel intérêt pour le pharmacien de communiquer? Quel intérêt pour un réseau de pharmaciens communiquer? Évidemment, tout de suite, on va dire « Ah ouais, mais lui, il veut faire de la pub pour son réseau, dire que… » Non. Commençons d'abord par l'essentiel, c'est de dire communiquer, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'information sur la santé. Et oui, quand on fait cette étude et qu'on examine les résultats, on se rend compte que partout où il y a eu développement de la communication des pharmaciens et des réseaux de pharmaciens, eh ben ça a été bon pour la prévention, ça a été bon pour la permanence des soins, ça a été bon pour le pouvoir d'achat des patients, ça a été bon pour les finances publiques, ça a été bon pour l'emploi et ça a été bon pour le maillage des officinaux.
Et tous les résultats sont là. Quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, on a remarqué que la communication avait permis de développer l'observance des traitements. Et l'observance des traitements, eh bien, démonstration, c'est moins 0,2% de dépenses en médicaments en face de 1% d'observance. Donc imaginez 10% d'augmentation d'observance. Regardez ce que ça donne au niveau des dépenses. Au niveau de la France, si on se ramène à la France, c'est environ 130 millions d'euros d'économies sur les 41 millions d'euros. Sur les 130 millions d'euros d'économies, 41 millions proviendraient des ALD. Alors, c'est bien, Lucien, tu me dis que ça va faire des économies, donc ça fait moins de... Oui, mais si on trouve des économies en développant l'observance, on n'ira peut-être pas trop chercher baisse de prix de médicaments et demander d'efforts encore à l'économie de l'officine. Communiquer améliore la prévention, ça vous n'en doutez pas. Au Canada, la communication a permis une hausse de 14% des prises en charge en amont. Au Royaume-Uni, c'est 80% des baisses de coûts relatifs aux maladies iatrogènes. 143 000 accidents iatrogènes déclarés par an, de moins, 65 millions d'économies uniquement parce qu'on a donné le pouvoir à des pharmaciens d'expliquer, de communiquer et d'être présents. Communiquer permet d'améliorer la gestion des traitements médicaux. Juste un exemple, en France, 850 millions d'euros d'économies pour le diabète, 80 millions d'économies pour l'hypertension et 170 millions pour le cholestérol. En clair, si on rapporte tout ce qui s'est passé à l'étranger à la France, ça serait 1,3 milliard d'euros d'économies que la France pourrait faire, tout simplement en donnant le droit aux pharmaciens de communiquer et de faire savoir son savoir-faire. 1,3 milliard. Combien le PLFSS 2017 ? 1 milliard, 1,4 milliard. Voilà, alors, oui, il faut se battre pour cette communication. Bien sûr qu'il y a des risques de dérive. Ça n'empêche pas de prendre ce risque, parce que des réseaux qui basent tout leur développement sur le service ne tomberont pas dans le panneau tendu par ceux qui voudront aller à, comment il s'appelait, Mammouth, qui écrasait les prix et qui sortiront de route à un moment ou à un autre, et sortiront en tous les cas du marché. Alors, on va insister lourdement sur cette communication, comme on va insister lourdement sur les centrales d'achat, parce que là encore, il n'est pas normal que, je vais même dire même un syndicat, évoque le fait que la rétrocession, il ne faut pas y toucher. C'est interdit. Donc, un jour, on se mobilisera parce que 2 ou 3 ou 10 ou 15 ou 30 ou 50 pharmaciens seront condamnés pour avoir fait de la rétrocession. C'est ça qu'il faut attendre? Ou est-ce qu'il ne faut pas traiter la cause? La cause, c'est que le Code du commerce autorise des laboratoires à faire des tarifs différenciés pour une centrale d'achat par rapport à un pharmacien. Centrale d'achat, c'est très bizarre, ils appliquent un 14,70 de remise. Le truc qui existait il y a 30 ans chez les grossistes répartiteurs. Et après, on casse la notion de centrale d'achat auprès des pharmaciens. Alors, les pharmaciens se disent, bon, c'est pas très très grave. Mais moi, je vous dis simplement
d'imaginer si les centrales d'achat pouvaient avoir le pouvoir qui devrait leur revenir, les gains que vous feriez. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous touchez à un produit à 2 ou 3 ou 4 ou 5% de mieux qu'une centrale d'achat que vous avez gagné. Bien au contraire, vous participez, en donnant raison au laboratoire, vous participez à la paupérisation et à la division de la profession. Donc clairement, il y a là un combat à mener. On va le mener, de toute façon, on va dénoncer. Alors oui, j'ai des confrères qui vont m'envoyer des tweets et des machins sur les réseaux sociaux disant que je suis un pourri parce que je suis contre la rétrocession. Je suis contre la rétrocession parce que la rétrocession, ça tue la profession. Parce que face aux mastodontes de l'industrie pharmaceutique, nous devons être organisés comme des mastodontes. Nous devons avoir des plateformes et des centrales d'achat puissantes. Sans ça, nous n'en sortirons pas et nous servirons de variable d'ajustement pour l'industrie pharmaceutique. Alors, les syndicats, il va falloir vous impliquer aussi dans la digital pharmacie, le parcours, l'ambulatoire, le service hors officine, le développement des services liés à la dispensation. Les syndicats, nous demandons aux syndicats de s'impliquer dans le rôle du pharmacien dans ce qu'on appelle le disease management, de la maladie chronique, et dans l'adhésion au traitement, c'est-à-dire dans l'observance. Et puis il est temps que nos syndicats se mettent au travail par rapport aux relations avec les complémentaires de santé et pas attendre que ce soit les complémentaires de santé qui viennent vers nous pour nous faire des propositions. Nous devons être moteur, force de proposition vis-à-vis de ces complémentaires de santé. Sinon, on signera avec ces complémentaires de santé parce qu'on sera dos au mur. Quand on sera dos au mur. Et ça sera trop tard. Alors si je fais un autre camembert, ça c'est le nôtre. Si je puis dire, le nôtre, c'est que en 2020, 2025, 2020, c'est demain, 40 à 45% du résultat de l'entreprise dépendra du e-commerce, du MDD, des services hors convention, des services HPST, de l'OTC. C'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est là-dessus que les syndicats doivent travailler avec les groupements. Quand on a demandé aux patients s'ils y voyaient un inconvénient, que le pharmacien développe des entretiens de diététicienne en pharmacie, vous voyez, ça ne bouge pas. On est aux alentours de 65% d'avis favorables ou très favorables. Lorsqu'on dit « Est-ce que vous souhaitez que le pharmacien vaccine ?» Alors contre la grippe, mais vaccine, tout simplement, la réponse est 66% plutôt favorable. Très bien. On a vu la situation, on a imaginé l'avenir. Nous avons aussi, en tant que groupement, un rôle majeur à jouer, qui est ce rôle, d'aiguillon parfois de la profession, mais aussi force de proposition pour cette profession. Alors Willy, Dominique, Fred et moi-même, on s'est penché sur ce que pourrait être un programme d'un candidat de la République qui viendrait pour une fois parler pharmacie. Et donc, on a rédigé une plateforme, on peut appeler ça comme ça, de 26 propositions, de 26 suggestions, de 26 revendications, mais pour nous, c'est une plateforme de travail, c'est une feuille de route que nous avons soumis à l'ensemble des présidents de groupements chez Félergie, au président de Félergie,
que nous allons remettre à Gilles et Philippe à l'occasion de ce congrès, et que nous allons amender après avis des uns et des autres, et bien sûr proposer aux finalistes des primaires, si primaires il y aura à gauche ou à droite, au semi-droite, semi-centre, enfin bref, peu importe, jusqu'à ce qu'on trouve notre Trump à nous, ou qu'on prenne notre Trump, pardon. Alors, toujours est-il que je vais passer en revue ces 26 propositions. Évidemment, je ne vais pas les commenter une à une, parce que c'est 26, on est là jusqu'à 3 heures. Il y en a la première, je ne me suis pas adressé au président de l'ANEF pour la rédiger, mais elle concerne les études. Je sais que vous travaillez, vous, sur 6 ans, 8 ans, que c'est donc toujours à l'ordre du jour, qu'on veut toujours rallonger les durées des études. Je vous laisse évidemment porter ce sujet. Ce n'est pas le rôle d'un groupement d'avoir des idées. Par contre, nous considérons que les études ne sont pas assez adaptées et que la présence de la gestion, la présence de la e-santé n'est pas assez intégrée dans nos études. Et puis je vous propose, vous faites des stages, vous avez des stages. J'ai été, en tant que président de l'ANEF, celui qui a porté l'idée du stage hospitalo-universitaire et qui a fait que, en effet, même moi, j'ai fait 1 an de plus alors que j'avais signé pour 5 ans. Je considère que les réseaux, les groupements, les enseignes font partie de l'avenir de votre paysage. Et je pense qu'un stage aussi réalisé dans un groupement ne serait pas une mauvaise chose et serait tout aussi validant au sein de la direction de gestion d'un réseau. À voir en tous les cas. Je pense en tous les cas aussi qu'au niveau du numerus clausus, il faudrait travailler sur une régionalisation de ce numerus clausus plus que sur un chiffre global comme ça, et puis chacun se dispute le petit pion par-ci, j'en avais 54, je ne veux pas 52, j'en veux 53, et que la négociation joue là-dessus. De la même façon, sur les mises en place d'un fonds de soutien dans le cadre de regroupement de pharmacies et de disparition de licences. J'en ai parlé un petit peu plus longuement tout à l'heure, c'est vraiment faire évoluer ce code de déontologie sur la notion d'indépendance. Parce que ce code de déontologie, les propositions qui étaient faites, on a eu 3-4 articles sur « Attention, il faut que le pharmacien reste indépendant »,« Attention, il faut que le pharmacien reste indépendant »,« Attention, il faut que le pharmacien reste indépendant ». Des vœux pieux, mais indépendant par rapport à quoi? Par rapport à rien du tout. Donc, plutôt que de travailler sur la notion d'indépendance du pharmacien par rapport à un réseau, par rapport à un groupement, par rapport à une assurance maladie ou je ne sais pas quoi, je préférerais que le code de déontologie définisse plutôt l'interdépendance et la notion de réseau. Et c'est plutôt ça. Et ce serait là de se projeter dans l'avenir plutôt que de regarder dans le rétroviseur et se dire qu'est-ce qui c'était mieux avant. La communication, la publicité et enfin, j'allais dire, la reconnaissance officielle, parce qu'il y a encore ce mot brûle les lèvres d'un certain nombre d'officiels, et voire même n'apparaît nulle part dans les textes concernant qui régissent notre profession, la reconnaissance des groupements ou des enseignes. En tous les cas, sur je ne sais combien d'articles, je crois qu'il apparaît 2 fois, le mot groupement, et un point, c'est tout. Et puis, bien sûr, tout ce qui traite de la e-santé et du e-commerce. La création de succursales, il est urgent d'imaginer et de faire des propositions dans le domaine de la création de succursales. Si nous voulons préserver le réseau, si nous voulons éviter nous aussi la désertification pharmaceutique, comme la désertification médicale, qui nous vaudra alors de devenir des salariés du secteur public. Monsieur Revel l'a sous-entendu. Eh bien, nous devons nous-mêmes imaginer la réorganisation ou l'entretien d'officines qui doivent exister
pour le service public. Et ces officines-là pourraient être des succursales d'autres officines plus importantes ou en tous les cas ayant la chance d'être situées en centre-bourg ou dans des grandes villes. Définir, mais c'est à la profession de le faire, c'est à la profession de le proposer, définir le parcours de premier recours avec le rôle du pharmacien et les rémunérations ou la rémunération et les rémunérations liées au parcours de premier recours du pharmacien, bien sûr. Et puis, n'ayons pas peur des mots. Il y a 2 mots. Prescrire. Pour la première fois, ce journal a dit que le pharmacien servait à quelque chose dans le système de santé. Et consulter. Et donc, n'ayons pas peur des mots. Les pharmaciens doivent réclamer, notamment dans le cadre du parcours de soins de premier recours, la possibilité d'organiser des consultations et des prescriptions. Et je vois tout de suite venir la problématique, mais le prescripteur qui délivre lui-même, ça ne va pas, ça manque totalement d'indépendance, etc., etc. Clairement, c'est aux pharmaciens, dans le cadre du soin de premier recours, c'est ce que nous faisons aujourd'hui sans que ce soit noté, mis en place, factualisé par une prescription. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et personne ne s'offusque. Il suffit aujourd'hui simplement de le noter, de l'inscrire dans le marbre et de nous rémunérer pour ça. Toujours dans le cadre de la mise en place d'un parcours de soins primaires, développer des lieux coordonnés d'exercices pluriprofessionnels ou pluridisciplinaires, au-delà des maisons de santé. Voire des locaux mis à la disposition par les pouvoirs publics pour que des professionnels de santé puissent exercer en, j'allais dire, interprofessionnalité, donc faire sortir le médecin, faire déplacer le pharmacien, faire déplacer des professionnels de santé, et qu'il y ait en face de cela des financements possibles. De la même façon que le parcours de soins ou le parcours de soins et parcours de santé soit clairement défini, responsabilisant mais clairement compréhensible pour les professionnels de santé comme pour les patients. Enfin, autre proposition, nous devons absolument aller vers la mise en place du disease management, où là, le pharmacien a tout son rôle à jouer. Dans les pays anglo-saxons, ça s'est mis en place. Les pharmaciens jouent pleinement leur rôle. Ils sont rémunérés pour cela et on voit des résultats fantastiques en matière de gestion des malades chroniques. Avec, en parallèle, le développement de la télésanté, de la e-santé, de la communication entre la ville et l'hôpital, bref, et la mise en place, bien sûr, de l'éducation thérapeutique. Et puis, en tant que pharmacien, ça ne nous empêche pas de porter notre regard sur le patient, ou en tous les cas avoir des idées sur ce patient. Ce patient, cet usager, doit être au cœur du système, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et DP et DMP doivent disparaître au profit du DIP. Ça fait des années que je le dis, le dossier individuel patient doit exister, doit appartenir au patient, et c'est lui qui partage ces données avec les professionnels de santé, c'est lui qui partage ces données avec qui bon lui semble. C'est à lui de piloter son dossier. Un sujet un peu plus pharmaceutique, c'est l'idée, je vous en ai parlé un tout petit peu hier, de contraindre les SS2I à mettre à notre disposition les outils et les moyens dans l'intérêt de l'exercice de notre métier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. Et une mesure qu'elle nous tenons particulièrement.
la création du paquet neutre au niveau des génériques. Ah, ça c'est... Il est fou, c'est sûrement parce qu'il fumait qu'il veut ça, ou il a fumé du chichon avant de nous écrire ça. Un générique, c'est un générique, n'est-ce pas? Un générique, c'est un générique. On est d'accord. Donc expliquez-moi pourquoi EG, Ranbaxy, Mylan, Teva, je ne comprends pas bien. C'est un générique? Donc si c'est un générique, c'est un générique. Deuxièmement, allez, on va regarder ça côté patient. Mylan, Biog, machin. Attends, moi, ce que je veux, c'est... Déjà, j'arrive pas à lire la saloperie, la dichlorocréphosphéphaléphétamine. Et c'est la dernière fois, il m'avait donné du Mylan, maintenant il me donne du Teva. Tu crois que c'est la même chose, ça, Lucien? Bon. Petit A. Deuxièmement, déboîtage. Là, on aurait un boîtage. On sait que le paracétamol, ça serait blanc avec le liseré bleu. L'autre, c'est avec le liseré jaune. L'athénolol, c'est vert avec le liseré. Très bien. Rupture de stock, ah ben non, c'est fini ça. Vous voulez que je vous dise? Prix? Le fabricant, celui qui possède la poudre, serait le mieux placé. Aujourd'hui, celui qui possède la poudre fait la même remise que celui qui n'a pas la poudre, qui fait fabriquer par celui qui possède la poudre. C'est marrant ça. C'est pas grave, ça saute aux yeux de personne, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, la substitution serait améliorée. Parce que mes copains américains, eux, ils achètent des bocaux, puis ils en mettent dans des machins en plastoc ou en machin, et puis ils te les délivrent. Puis c'est des pilules blanches pour tout. Donc les labos, ils savent faire ça. Ils voudraient peut-être nous conduire vers ça. Non. Non. Si c'est un générique, ça n'a pas de marque. Alors maintenant, la cerise sur le gâteau, évidemment, vous reprendrez la main sur le droit de substitution. Et vous arrêterez de passer des marchés. Là, en ce moment, sport olympique, je viens te voir, tu t'engages pour combien l'année prochaine? 120, 130. Tu sais, le marché va progresser de 5. Nous, on envisage moins 3, mais avec les nouvelles sorties, ça va faire plus 5. Enfin, il va y avoir des baisses de prix en cours d'année. Bon, c'est pas grave, on verra ça. On modulera. Puis si tu fais pas bien ton calcul, on te versera ce qu'on te versera, tu verras bien. Vous rigolez? Donc là, il y a tout à revoir. Alors, bien sûr, nous n'avons pas consulté le GEM, nous n'avons pas consulté le patron de laboratoire de générique, nous n'avons même pas consulté encore. Mais j'ai eu des réactions de présidents de groupement, enthousiasme extraordinaire sur cette mesure. Et puis, on va les aider, les laboratoires de générique. Il faut supprimer ce répertoire. Il n'y a pas besoin de répertoire. C'est généricable, c'est généricable. Et puis sur les biosimilaires, on n'a pas obtenu complètement satisfaction, bien loin, mais là aussi, une substitution totale. Et puis, je vous ai parlé, c'est la lutte contre la iatrogénie. Et là encore, le pharmacien devrait être rémunéré sur cette délivrance. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure concernant la centrale d'achat, c'est faire respecter la loi en matière de rétrocession. C'est dans l'intérêt des pharmaciens individuels et dans l'intérêt des pharmaciens groupés. Et puis oui, il faut que nous puissions mettre en place des sites ombrelles abritant l'ensemble des sites d'un réseau. Face à ces mastodontes, 1001 pharmacies, Amazon, tout ce que vous voulez, je pourrais vous fabriquer autant de sites internet que vous voulez, je pourrais même les gérer à distance pour vous, vous ne lutterez pas. Ce qui compte, c'est la porte d'entrée. Il faut qu'on attire des millions de consommateurs à travers une porte d'entrée et ensuite on les dirige en fonction de l'adresse sur vos sites. Ça, c'est interdit. Je ne comprends pas. Donc on s'interdit de se défendre et on laisse les autres prendre la place pendant ce temps-là. Et enfin, le droit de communiquer. Si on devait résumer nos propositions, je le résumerai par ce claim que nous aimons bien.
Arrêtons de parler d'assurance maladie, parlons d'assurance santé. Passons de l'assurance maladie à l'assurance santé. Et nous l'avons rédigé dans ce sens-là. Nous l'avons rédigé dans ce sens-là pour les politiques, c'est-à-dire que nous commençons par ce slide. Passons de l'assurance maladie à l'assurance santé, parce que justement, nous voulons attirer leur attention sur le fait que nos propositions de revendication pour la profession, c'est aussi une volonté de changer le regard par rapport à la prise en charge des citoyens en France. Que ce soit, aujourd'hui, on est plutôt centré sur la maladie, plutôt centré sur, j'allais dire, la prise en charge du patient, et on oublie que nous sommes dans un système de santé où justement on doit se soucier de la prévention, on doit se soucier du bien-être et on doit se soucier de la prise en charge des maladies à partir du moment où les maladies sont arrivées. Et cette liberté de ton, on va l'avoir jusqu'au présidentiel. On va porter ces 26 propositions. Je l'ai dit, c'est une proposition. Parce que cette liberté, comme je l'ai dit hier en introduction de ce congrès, c'est un bien précieux. Et on ne va certainement pas se priver pour user de ce bien précieux pour essayer de porter ces idées. Parce que vous le savez, à PHR, on a cette liberté de penser, cette liberté d'agir et cette liberté de ton. Et là aussi, j'ai voulu vous présenter un petit film sur ce que nous pensons, nous, de la liberté. Chez Pharmacie Référence Group, l'inspiration est une force. Ouvert sur le monde et inspiré par les hommes et les femmes qui le réinventent tous les jours, ensemble, partageons nos valeurs. Nelson Mandela insistait souvent sur ses erreurs et ses insuffisances. Ni demi-dieu, ni saint, ni prophète, selon ses mots. Pourtant, il a incarné ce que l'humanité peut donner de meilleur. L'histoire témoigne de la transformation de son pays comme il l'a rêvé. Une démocratie non raciale où chacun peut vivre librement. Dialogue et constance de ses idées le suivront durant son combat contre l'apartheid. Après plusieurs années de lutte, d'arrestations et de procès, Nelson Mandela est condamné en 1964 à la prison à vie pour sabotage, trahison et complot. En captivité, il ne dérogera pas à son idéal et refusera la liberté qui lui était offerte à condition de renoncer à son combat. La vie de Nelson Mandela est marquée par sa lutte politique, son engagement au service de la paix, une volonté d'apaisement, un charisme, un courage et surtout le pardon. Entre droits et devoirs, il nous apprend que la liberté physique et intellectuelle n'est pas un idéal philosophique, mais une conquête de chacun qui ne se fait pas forcément par la violence. Que la parole, le dialogue, même avec ceux qui ont été aux adversaires d'hier, reste le privilège de l'homme sur l'animal. Que cette conquête mène plus sûrement au progrès et au bonheur de tous que l'enfermement et le dogmatisme. Voilà. Eh bien, soyons inspirés, en effet. Alors, c'est sur ce film et cette réflexion que je vous remercie et je vous donne rendez-vous à 11h15 pour la prochaine conférence. Merci à vous.